Bonjour, chers amis téléspectateurs de TV Liberté. Voici une autre séquence de notre émission Livre libre. Cette fois-ci, je suis arrivé à le dire du premier coup. J'ai le plaisir de recevoir, ce n'est pas d'ailleurs la première fois, ce n'est pas la première fois qu'il est sur notre antenne, Monsieur Bernard Gantois, mais il mérite de l'être car c'est un personnage particulièrement intéressant. Alors, je vais vous décrire très brièvement. Vous êtes né en 1944. Laissez-moi dire bonjour quand même à vous-même et aux téléspectateurs. Bonjour. Dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs et merci de me recevoir. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Vous êtes né à Maubeuge en 1944. Maubeuge, ville célèbre pour son clair de lune, oui, comme chacun sait. À l'époque, en 1944, pour ses bombardements. Oui. Vous avez intégré l'école polytechnique 20 ans plus tard. Tout arrive. Tout arrive. Vous avez fait l'école des ponts et chaussées. Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Et vous avez fait une carrière assez intéressante, je dois dire, et même exceptionnelle, à la RATP. Oui, mais je n'y suis resté à la RATP qu'en fait, j'étais sous statut tout le temps. Oui. Mais je n'y suis resté que 8 ans. Tout le reste de ma carrière, je l'ai passé soit en détachement auprès d'entreprises privées à faire de l'exportation de systèmes de transport, soit pour le compte de la filiale de la RATP, en roulant ma bosse sur toute la planète pour exporter des systèmes de transport. Métro du Caire, métro de Santiago du Chili, Santiago du métro Chili, de Téhéran, qui était en crise. Le Caire, je l'ai dessiné. Santiago du Chili, j'ai construit pratiquement les 2/3 de la première ligne et le quart de la deuxième, à l'époque. Téhéran, c'était en crise. J'ai sorti la France du bourbier quand Khomeini est arrivé, et puis comme autre... Tunnel sous la Manche, tramway de Bordeaux, Enfin bref, je ne me suis jamais ennuyé. Et vous avez terminé par le badge autoroutier Liberté, qui permet de ne pas faire la queue au péage. C'est moi qui ai transformé le badge paquet de gitane en badge boîte d'allumettes. Très bien, très bien. Alors, vous êtes aussi un auteur extraordinairement prolifique. N'exagérons rien. Si. Vous avez même écrit des romans. Enfin, des romans, la saga des Louis, c'est aussi en grande partie historique. Il n'y a pas de roman sans sous-jacent politique avec moi. Oui. Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui a pour but politique de montrer qu'il ne faut pas renier ses racines si on veut que la famille continue dans de bonnes conditions. Publié chez Via Romana. Un autre roman que je n'ai pas ici, Les Guerrières. Les Guerrières. Alors, les Guerrières, c'est dans l'idée qu'en 2056, il se pourrait que la charia ait pris quelque importance en Occident. 4 jeunes filles décidées et à forte personnalité décident de régler le problème. Et c'est toute l'histoire de la façon dont elles y arrivent. Absolument. Je vous ai déjà reçu, je crois, pour aussi cet ouvrage Démolition. Absolument. Donc nous n'allons pas en reparler dans le détail, très intéressant, qui fait le bilan d'une démolition de la France. C'est le bilan, il y a 2 ans, des malheurs de la France depuis, disons, les années 70. Vous faites remonter Et j'ai écrit ça parce que tout le monde dit c'est Macron, mais Macron, c'est la 1000e feuille du millefeuille. Notre démolition de notre industrie, de notre agriculture, de notre système éducatif, de nos valeurs culturelles. Aux éditions de Chiré, je précise, un ouvrage très intéressant également, venant de la part d'un spécialiste des transports en commun. Mais qui a toujours aimé la voiture. Autopsie d'un assassinat. Alors l'assassinat, c'est l'assassinat de la voiture qui, à l'époque où nous parlons aujourd'hui, est déjà morte. Et je pense qu'elle ne survivra très difficilement à la voiture électrique. Je parle de la voiture individuelle que M. Dupont va acheter chez son concessionnaire. La voiture sous cette forme, c'est pratiquement fini. Encore quelques années, et puis on parlera d'autre chose. On voit... Mais le but
de l'assassinat de la voiture, c'est de tuer l'idée de liberté. Absolument. En tuant son symbole le plus fort, qui est la voiture individuelle. Tout à fait. Et tuer l'idée de liberté est indispensable pour ouvrir la porte du gouvernement mondial et de la dictature qui en résultera. Je pense que votre prescience rejoint celle, je pense, un discours une quinzaine d'années de mon ami Hugues Petit, maître de conférence à la faculté de droit de Grenoble, qui était conseiller régional en Rhône-Alpes et qui, s'adressant aux socialistes, aux communistes, aux écologistes, leur a dit exactement ceci: vous voulez tuer la voiture parce que quand on prend sa voiture, on part quand on veut. On part d'où on veut. On arrive où on veut. Avec qui on veut. Et avec qui on veut. Et votre idolâtrie exclusive, totalitaire pour les transports en commun, dont je ne méconnais pas l'utilité par ailleurs, dont nous ne méconnaissons pas l'utilité, mais elle a pour but, effectivement, de tuer la liberté individuelle, et c'est ce que vous expliquez magistralement. Oui. Et puis alors, comme j'ai quand même passé ma vie dans les transports publics, mais pas qu'en France, hein. Oui. Et la France, c'est un peu à part par rapport à d'autres pays. J'ai bien vu par quels moyens on amorçait toutes les armes qui allaient conduire à la situation d'aujourd'hui vis-à-vis de la voiture individuelle. Alors, il nous faut avancer, parce que vous avez quand même une œuvre assez considérable. Biographie du mensonge chez Via Romana. Alors, biographie du mensonge, c'est assez amusant, parce que c'est plein de métaphores. Là, il faut de comparaisons. Absolument. Ça commence par le jardinier. J'ai l'impression que le jardinier, c'est peut-être le créateur, c'est Dieu le Père. En quelque sorte. Et le mensonge est évidemment né au moment du péché originel. Il est le fils de Lucifer, non? En gros, oui. Et à la fin, il ne peut pas mourir, bien sûr, mais il est très mal à la fin. Il est très mal. Et donc, je l'ai personnalisé, et le point majeur du livre, c'est son mariage avec la finance internationale qui a lieu, comme vous l'imaginez, aux environs 1790. Oui, alors nous allons y venir d'ailleurs, nous allons y revenir. Biographie du mensonge chez Via Romana, et comme vous le montrez d'ailleurs dans ce roman de science-fiction en quelque sorte, le mensonge connaît une apogée, puis un déclin, mais il ne peut pas mourir au dernier moment. Au dernier moment, il y a un étudiant qui par hasard tombe sur les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Ouf, le mensonge n'est pas mort. Le mensonge n'est pas mort. Bon, c'est vous donner la tonalité générale de cet ouvrage qui est quand même fort drôle. Alors, nous arrivons à deux autres ouvrages, d'ailleurs de taille très inégale, mais c'est pas parce que c'est petit que ça n'est pas profond et consistant. République française, RF, que vous traduisez par Règne du fric. Règne du fric. C'est une de vos dernières productions, toujours aux éditions de Chiré. République française, règne du fric, pourquoi Alors, pour une raison extrêmement simple, c'est que le compte en banque a tué l'humanité. C'est-à-dire maintenant, l'individu moyen se définit dans la société par ce qu'il y a en bas à droite de son compte en banque. Et ça, c'est quand même dramatique. Et puis, en lisant les journaux ou en écoutant les informations, on s'aperçoit que le sous-jacent de toutes les informations, aussi désagréables qu'elles puissent être, c'est toujours une affaire économique. Par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres, la vente d'Alstom, qui s'est concocté dans les époques où son vendeur n'était encore qu'au ministère des Finances à Bercy. Oui. Cette vente d'Alstom, c'est quoi? C'est une histoire d'argent. Oui. J'espère que tout l'argent et que tous les circuits d'argent sont connus et parfaitement identifiés. Mais on n'en est pas sûr. C'est une histoire d'argent en contrepartie de l'indépendance nationale pour l'énergie et pour l'armée. Et pour l'armée, car pour la dissuasion nucléaire, notamment les catapultes donc, pour les porte-avions. Donc je ne dirais pas que j'ai écrit ce bouquin à cause d'Alstom, bien sûr, mais comme démonstration que l'argent règne le monde au-dessus de toutes les autres valeurs, qu'elles soient individuelles, puisque l'homme passe derrière son compte en banque, ou collective, puisqu'on désarme une société pour gagner quelques sous, il fallait écrire ce livre. Et vous remontez, ce qui est intéressant, c'est non seulement c'est
ses illustrations contemporaines, bien sûr, mais aussi l'origine de tout cela, et que vous montrez que, alors vous avez un point de vue que j'ai déjà entendu, mais qui est quand même très rarement porté aujourd'hui. Vous critiquez les dérives du taux à intérêt, du prêt à intérêt. Ah oui, alors. Vous montrez que le prêt à intérêt considéré comme de l'usure était prohibé. Alors, dans l'histoire de l'argent, et pour aller rapidement, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait effectivement des dettes qui se créaient, mais les empereurs, les rois, les dirigeants, en gros, 2 ou 3 fois par siècle, nettoyaient toutes les dettes. Oui. Et ça n'a pas empêché... Même dans la religion judaïque, il y avait... Non, mais même du temps d'Hammurabi, en Abyssinie, il y avait nettoyage général des dettes, ce qui n'a pas empêché le monde de tourner. Et puis, quand le christianisme est arrivé, l'Église... reprenant l'interdiction du prêt à intérêt qui réside déjà dans l'Ancien Testament, mais limité à la communauté qui est soumise à l'Ancien Testament, reprend cette interdiction du prêt à intérêt renommée l'usure dans mon bouquin et dans le langage courant, et la met en place, cette interdiction, pendant à peu près 18 siècles. Luther ne crée l'individualisme, mais n'abolit pas l'usure. C'est Calvin qui l'a fait, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et quand la Révolution arrive, l'un des premiers décrets, l'une des premières décisions majeures qu'elle prend, le 3 octobre 1789, et on trouve le texte en tapant « décret du 3 octobre 1789 » dans Internet, on retrouve le texte, la Révolution rétablit le prêt à intérêt. En même temps, excusez-moi de vous interrompre, en même temps qu'elle atomise complètement la société, la loi Le Chapelier... Avec l'individualisme. Avec l'individualisme. Donc, si vous voulez, il y a... Alors, depuis la Révolution, on connaît l'évolution de l'Église, qui est passée de l'Église dirigeant la morale du pays et de l'Occident en général à 3 fois rien, ce qui est aujourd'hui. Et puis, on voit aussi l'évolution du pays. Et ça n'est pas tout à fait par hasard si ce décret d'octobre 89 est arrivé si vite, parce que la Révolution a quand même été instrumentée fondamentalement, non pas par le peuple qui était très content de ce qui se passait avant la Révolution, mais par la bourgeoisie et par les banquiers. Oui. Vous avez des citations d'ailleurs à cet égard qui sont tout à fait intéressantes. La citation de Ford, par exemple, je ne l'ai pas... ici, mais qui montre en effet comment on est passé avec cette révolution financière à un individualisme total dans lequel finalement la personne n'existe plus que par son compte en banque. Si vous voulez, à partir du moment, alors là, si vous voulez, l'aspect métaphysique du rétablissement de l'usure au moment où on assassine en gros l'Église, ça c'est le spirituel, traduit en actes dans la société, mais il y a un autre aspect qui est beaucoup plus politique, qui est l'individualisme créé par, donc conçu par Erasme, repris par Luther, qui, définissant le lien direct de l'individu avec Dieu, définit ipso facto l'individualisme, et Luther n'a pas aboli l'usure, mais il a été repris par Calvin, qui lui a aboli indirectement l'usure par la prédestination. Puisque si la vie éternelle est définie à l'avance, on peut faire tout ce qu'on veut sur la terre, y compris faire des prêts à intérêt. Et plus encore, pour les athées, s'il n'y a pas de vie éternelle. Absolument. Comme disait c'est Calvin si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et c'est Calvin qui a créé le monde anglo-saxon, industriel et bancaire qu'on connaît aujourd'hui. Depuis Genève. Bon. Depuis Genève, vous montrez également l'origine des guerres, l'origine financière des guerres. Alors là, vous faites une analyse, si je vous titille un peu, qui est presque une analyse marxiste, en quelque sorte. Alors, attendez, j'ai pas fini, parce que l'individualisme implique, par nature, une société dirigée par l'argent. Parce que dans une société où il y a des collectivités, par exemple la famille, qui est la collectivité la plus basique,
quand il y a des ennuis, on a recours à la collectivité, au groupe. La solidarité, oui. À partir du moment où l'individu est seul, la seule défense qu'il puisse avoir, c'est celle qu'il se procure lui-même. Et pour cela procurer, il faut de l'argent. Oui. La destruction de la famille à laquelle on assiste aujourd'hui, petit à petit, mais progressivement, et qui va bientôt finir par un éclatement total. Cet éclatement implique que chacun des familles éclatées, et des membres des familles éclatées, et ses propres ressources pour se défendre. Oui, oui. Donc, il y a un lien parfaitement évident entre individualisme, contrat social de Rousseau, Révolution française et définition d'un système politique où l'individu isolé ne peut avoir recours qu'à l'argent pour assurer sa sécurité. Même si, et je pense qu'aujourd'hui on le voit d'une manière absolument évidente, il est écrit dans les papiers que l'État assure la sécurité, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. On voit ce qu'il en est aujourd'hui, oui. Mais vous parlez aussi de l'affaire McKinsey, enfin tout ça est extrêmement intéressant. Oui, alors, non mais il y a un autre aspect, c'est que depuis que la République a été créée, il y a 250 ans en gros, faut d'abord voir que sa création est le plus gigantesque hold-up qui a jamais eu lieu en France. La bourgeoisie a payé en monnaie de singe les assignats, les propriétés des nobles et du clergé. Du monde de ceux qui avaient émigré, oui, et du clergé. Donc, et du clergé. Bien sûr, et bien de sûr. la même manière que quand on a vendu Alstom en dollars, on a été payé en dollars qui dans peu de temps seront de la monnaie de singe. Surtout si la Chine arrive à mettre sur pied un système d'échange. Oui, mais là, ça nous éloigne de notre sujet. Absolument. donc là, il faut que vous expliquiez aux téléspectateurs pourquoi le dollar va devenir une monnaie de singe. Absolument, c'est vrai. C'est pas évident pour tout le monde. Absolument. Alors, si vous voulez, après ce gigantesque hold-up qui a fait passer aux mains de la bourgeoisie les propriétés de l'Église et des émigrés, il y a eu une période relativement tranquille pendant la Restauration. Et puis, dès que la République est revenue au pouvoir, on est retombé dans les scandales. Alors, entre le scandale du ministre qui vendait des légions d'honneur pour entretenir ses maîtresses, on a eu aussi le scandale de Clémenceau qui était mouillé jusqu'au cou dans l'affaire de Panama, du canal de Panama. Et donc, on a une République qui va de scandale en scandale depuis. Et puis, quand il y a eu, après la troisième, la quatrième, et il y a eu, alors je ne sais plus si l'histoire des histoires immobilières, c'est la fin de la quatrième ou le début de la cinquième, mais enfin des scandales financiers. J'en cite quelques-uns, mais ils ne sont pas tous dans le bouquin, sinon ils seraient plus épais. Et ce n'est pas propre à notre pays, malheureusement. Vous avez une citation d'un membre de la Trilatérale, alors je ne sais plus lequel c'est, qui est intéressant. Sur la classe moyenne ? Pour le non. Au sujet de la marche vers le mondialisme, la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Ça, c'est Rockefeller. C'est Rockefeller. Et puis il y a il en a sorti une autre que je connais presque par cœur. Il a dit: certains m'accusent de participer à un complot visant à détruire les nations, y compris la mienne, dans le but de créer un gouvernement mondial unique qui gérera la planète. Si on m'en accuse, on m'en accuse, c'est vrai, j'en fais partie et j'en suis fier. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est le John David Rockefeller qui est mort à 102 ans il y a quelques années. Ça conserve. Et alors là, cette autre déclaration, est-ce que c'est John Brock Chisholm, non ? Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur loyauté envers les traditions familiales, leur patriotisme national et leur dogme religieux. Il faut des hommes tous identiques et parfaitement malléables. Tout un programme. À noter que ce programme, et c'est exactement ce que fait l'éducation nationale depuis 40 ans. Bien sûr, et très largement aussi l'Union européenne. Le temps nous manque, je voudrais aborder quand même j'allais dire cet opuscule, c'est plus que ça, mais enfin, c'est petit mais très dense, voilà, sur le mirage des valeurs de la République, publié chez Via Romana, c'est un peu plus ancien. Alors, vous montrez bien que ce terme des valeurs de la République, on nous en parle à tout bout de champ, et dans un but de sidération des esprits, en quelque sorte. Absolument. Alors, en fait, ce bouquin, c'est un coup de gueule.
Oui. Et c'est un coup de gueule qui a été provoqué par un certain monsieur Manuel Valls. Oui. Parce que Manuel Valls, du temps où il était au pouvoir en France, parlait des valeurs de la République à tout bout de champ. 50 fois par jour. Ouais. On ouvrait le matin, on mettait RTL à 6h du matin. On avait les valeurs de la République par Manuel Valls et on coupait LCI à 20h30 pour regarder un DVD. C'était Manuel Valls avait répété pour la dernière fois de la journée sur les médias les valeurs de la République. Alors, je me suis dit... Mais il n'est pas le seul. Hein. Oui, mais c'est vrai. Non, mais Valls, c'était un recordman. Valls, c'était un recordman. C'était un recordman. Alors, je me suis dit, je vais écrire quelque chose, et c'est quoi ce quelque chose? J'ai pris l'expression, et je l'ai décortiquée comme un chien ronge un os, sous tous les angles, sous toutes les coutures, pour voir tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et notamment l'analyse de la fameuse déclaration de 1789 et de tout ce qui a suivi, de la devise républicaine. La déclaration de 1789 qui dit que tout est parfaitement défini dans le cadre de la loi. Comme la loi est définie à 50% plus une loi, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de pérennité. Sauf le paragraphe 1. Comme on le voit aujourd'hui avec la liberté d'expression. Sauf le paragraphe 1 qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors que les hommes... Ça ne dépend pas de la loi. Alors que le petit homme est certainement la créature la plus dépendante et la moins libre qu'il soit quand il naît. Alors, j'ai donc décortiqué ça sous tous les aspects possibles, notamment sémantiques. Et on s'aperçoit qu'est-ce que c'est, cette déclaration, cette devise de la République. C'est un ensemble de mots valises qui, en fonction de ce qu'on veut mettre dans ce qu'il signifie, peut vouloir dire n'importe quoi. Oui. La liberté, par exemple, Staline disait qu'il avait créé en 1937, je crois, la Constitution la plus démocratique du monde parce qu'elle assurait la liberté. Bon, la République. Alors là, la République, mais vous avez... plus de sortes de républiques que de pommes aux Halles à Paris. Bien sûr, bien sûr. Il y a la République populaire de Chine, la République de Taïwan, la République soviétique, la République française, la République de Venise, la République américaine, la République de Venise. Elles sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, le temps nous manque, mais... notamment, ne serait-ce que pour cette raison d'ailleurs, votre livre mérite d'être acheté. Alors je rappelle aux éditions Via Romana, celui-ci, ne serait-ce que pour la citation complète d'Attali sur l'euthanasie. Je prends ça parce que l'euthanasie, le suicide... C'est l'actualité. C'est l'actualité. Alors je vais quand même le citer. Hein. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. Il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Je voudrais la citer in extenso, veuillez m'excuser. Allez-y. On pourrait accepter l'idée de l'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et de créer ainsi un marché. Je crois que dans la logique même du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de la vie n'est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. C'est admirable. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. 2 points. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide, direct ou indirect, est donc une valeur absolue dans ce type de société. L'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement. Voilà. Vous venez de définir la raison pour laquelle le 3e mot fraternité est une foutaise. Oui, c'est quand même extraordinaire. Alors c'est là qu'on voit le dévoiement que vous montrez parfaitement par ailleurs. C'est-à-dire qu'on passe de la revendication d'un droit, c'était le droit au suicide, mais on voit bien que le droit au suicide, qu'on nous fait miroiter, le droit de mourir dans la dignité, etc. Va passer à la recommandation, et à l'obligation. Bon, c'est comme exactement l'avortement. On est passé d'une tolérance dont on veut aujourd'hui faire une valeur de la République, ce qui va supprimer, par exemple, l'objection de conscience des médecins. Oui. Bon. Et on passe d'une tolérance à une obligation. Mais les États qui n'ont pas l'avortement, qui n'organisent pas l'avortement chez eux, sont stigmatisés parce qu'ils portent atteinte. Alors là, c'est pas les valeurs de la République française, c'est les valeurs de l'Europe. Les valeurs de l'Europe, c'est exactement la même chose. Moi, je suis tout à fait
confiant dans l'avenir, parce que si on met le droit à l'avortement dans la Constitution, on va transformer la Constitution petit à petit en y mettant n'importe quoi, en une espèce de charrette qui déborde comme les charrettes agricoles au moment des moissons, et elle finira par s'effondrer sous son propre poids et plus personne ne la croira. Vous le montrez formidablement. Vous montrez que la Constitution du 4 octobre 1958 a déjà fait l'objet de 24 révisions. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. C'est insensé. Mais la Constitution du Japon, par exemple, le pays que je connais, qui est de 12 ans plus ancienne que notre Constitution de 58, à ce jour, n'a pas connu une seule révision. Ben, c'est le propre d'une constitution. Et l'Angleterre n'a pas de constitution. Et l'Angleterre n'a pas de... Ou elle en a une, mais qui n'a pas bougé non plus comme on voudra. Vous avez des citations qui sont absolument passionnantes, d'ailleurs. Je voudrais quand même en montrer encore, en lire encore une ou deux. Par exemple, déclaration de James Paul Warburg, n'est-ce pas, membre du CFR, un puissant lobby mondialiste. Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Voilà. Et entre parenthèses, c'est une bonne idée d'avoir repris cette citation. Oui. Ça montre l'extrême importance de la guerre en Ukraine. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que si effectivement l'OTAN écrabouille la Russie dans la guerre d'Ukraine, ça sera un gigantesque pas en avant vers la dictature mondiale. C'est ce que certains redoutent. Nous ne pouvons pas aborder ce triste conflit ici parce que c'est évidemment un autre sujet. Non, c'est pas le sujet. Vous avez également la déclaration de Sarkozy sur l'obligation du métissage, y compris par la contrainte. De gré ou de force, oui. Bref. Donc, Monsieur Gantois, le mirage des valeurs de la République, République française, règne du fric, voilà pour deux des derniers ouvrages. Moi, si j'ai droit à un dernier mot, oui. Pour le bouquin sur l'argent, sur le règne du fric, je crois qu'il faudrait quand même essayer d'agir pour rétablir un peu d'humanité dans ce règne matérialiste et individualiste du pognon. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Gantois. Merci d'être venu de Bretagne. Ah bah oui, jusqu'à notre studio. Eh bien, merci de m'avoir reçu et au revoir aux téléspectateurs. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible.
Merci. Merci à vous. À notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.